Deux ans maximum. Bon, donc est-ce qu'il faut 2 ans pour juger quelqu'un ou est-ce que c'est trop long? Vraisemblablement non, mais on n'a jamais dit qu'il ne fallait pas se concerter, il ne fallait pas discuter sur ces sujets-là. Ce qui est certain qu'aujourd'hui, c'est que le problème de la concertation sur ces différents sujets, et je rejoins François Chérec là-dessus, n'a pas été favorable au maximum et qu'on n'a pas été dans les meilleures conditions pour arriver à un résultat satisfaisant. C'est le premier point. Deuxième élément qu'il faut avoir en tête, et nous on représente 500 000 entreprises, donc à peu près toutes les entreprises françaises, c'est la situation des entreprises. Vous ne pouvez pas forcer un chef d'entreprise à embaucher. Or aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, dans la situation du CDI tel qu'il existe, il y a des contraintes psychologiques qui font que le chef d'entreprise, par rapport à la complexité... Mais c'est la réalité. Pour des contraintes psychologiques, vous êtes en train de nous dire que... Je ne suis pas intervenu jusqu'alors. Vous me laissez finir. C'est incroyable. Vous êtes d'accord? Bon. Il finit, il a raison. Voilà, juste, je vais respecter le temps de parole des autres. Alors, il y a des contraintes psychologiques, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Si le chef d'entreprise n'embauche pas aujourd'hui, c'est qu'il considère que s'il a besoin, pour une raison ou une autre, économique, de difficulté de sortir son salarié, il ne peut pas le faire ou il a des contraintes du Code du travail qui sont extrêmement lourdes. Donc, peu importe s'il a tort ou s'il a raison, peu importe. Ce qu'il fait, c'est qu'il n'embauche pas. Donc il faut qu'on sorte de la problématique de l'embauche. Il ne faut pas faire du CPE, qui est un CDI, un instrument qui remplace tout. Il vient s'ajouter à une batterie de contrats déjà longs et existants, sur lequel il faut s'interroger, et c'est une expérience. Si ça ne donne pas satisfaction dans quelques mois, il faudra changer ou ne plus maintenir ce contrat. Mais vous êtes favorable à ça pendant je suis favorable au CPI. Vous dites que 2 ans, c'est peut-être pas la peine de continuer 2 ans. Vous dites qu'on peut faire, effectivement, 2 ans, c'est trop long. Je dis que nous sommes favorables, effectivement, à une expérimentation d'un nouveau contrat en CDI. C'est-à-dire qu'avec un bilan pour le gouvernement qui dira au bout de 6 mois ou 9 mois, ça ne sert à rien. Avec un bilan. C'est possible, ça? Et peut-être, s'il vous plaît, et peut-être avec une concertation qu'on n'a pas fait entre les partenaires sociaux, peut-être avec des organisations syndicales d'étudiants, sur un certain nombre d'applications et d'aménagements de ce contrat qui a été construit un peu vite. Ça, c'est une certitude. Donc, il faut faire effectivement une expérimentation et voir si on peut fonctionner avec ce nouveau contrat. Ouais. Oui, si on dit déjà, je fais une petite parenthèse là, si c'est plus qu'1 an au lieu de 2, si c'est une expérimentation du CPE... Mais non, parce qu'il y a un désaccord de fond. Juste une chose d'abord. C'est net, ça ne vous intéresse pas, ça. Oui, ça ne nous intéresse pas, mais sur le CDI, juste parce que contrat à durée indéterminée, le CPE, alors on n'a pas la même notion de indéterminé. Parce que aujourd'hui, indéterminé dans le droit français, ça veut dire il n'y a pas de fin. Votre indéterminé avec le CPE, c'est la fin, elle est tous les jours. C'est effectivement indéterminé quotidiennement. Et juste sur le fond, oui, parce qu'il y a un désaccord de fond. Et vous n'arriverez pas à me convaincre. Oui, mais nous, on est juristes. Soit vous voulez discuter, vous ne voulez pas discuter, mais nous, on préfère organiser nos manifs de demain. Laissez-moi parler. Parce que je serai plus efficace à organiser ma manif de demain, madame. Ça veut dire qu'il n'a pas de détermination. Mais non, ça ne veut pas dire infini. Mais il y a le contrat journalier, c'est pas mal aussi. C'est encore mieux pour les patrons, contrat journalier, comme ça, vous avez vraiment aucun problème. Avec un contrat indéterminé. Mais non, pas du tout. Mais comment pouvez-vous me dire, parce que ça, il y a quand même, vous-même le ministre, vous dites que les patrons abusent des stages. Vous n'arrêtez pas de le dire. Pourquoi est-ce que les patrons abuseraient des stages, mais par contre, avec le CPE, parce qu'ils sont bien plus tenus avec un CPE. Mais pas du tout. C'est un contrat durée indéterminée qui les oblige à payer des indemnités de plus en plus lourdes. Dites-moi que vous n'y croyez pas, je ne veux pas le croire. Vous croyez ce que vous dites. Juste une chose. Ça remplacera des stages. Pas tous ensemble, je voudrais qu'on écoute, puisqu'on parle des stages. Il a le masque du stagiaire. Le masque de fer, là. Le masque de fer, le masque du stagiaire. J'espère pouvoir parler pour une grande partie de gens qui ne sont pas représentés ici. Alors, n'en déplaise à ce jeune homme, je ne sais pas s'il a déjà travaillé en entreprise, je ne pense pas. Vous vous adressez à Bruno Julliard. Voilà, absolument. Ah non, pas encore. Vous n'avez jamais travaillé en entreprise? C'est bien ce que j'avais cru comprendre. Moi, j'ai 26 ans et demi. Pour les recruteurs, j'ai déjà 27 ans. À 32 ans, vous êtes cramé sur le marché du travail. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je suis sorti à Bac+5, c'est-à-dire avec un master. Je me suis retrouvé sur des centrales d'appel. Les niveaux d'études en centrale d'appel sont entre Bac+3 et Bac+5. Et vous commencez à vous parler de précarité. Vous avez dit master de quoi? Un master de marketing. De marketing. Voilà. Et donc, ce jeune homme parle de précarité alors qu'il n'a jamais été en situation de précarité. Vous savez ce que c'est de ne pas avoir aucun revenu à la fin d'un mois, de n'avoir aucun revenu?
Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est-à-dire que vous, ce que vous dites au fond, c'est que le CPE, c'est mieux que ce que vous avez connu jusqu'à présent? Absolument, absolument. C'est de la résignation ou c'est du réalisme? C'est du réalisme, c'est du réalisme. C'est pas quand on fait à partir du moment... Laissez-le finir, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, parce Allez-y. que là, moi, je voudrais bien parler pour tous les gens qui sont en stage et tous les gens qui sont en CDD qui ne viendront pas. Et c'est pour ça que je suis masqué, parce que ces gens-là ne prendront jamais le risque de se cramer devant tous les recruteurs de Paris ou de Navarre, parce que... Voilà, on arrive dans un monde concurrentiel, vous arrivez dans des entretiens de recrutement, vous êtes 60, 80, voire jusqu'à 400 ou 500 par jour. Les personnes qui vous font passer ces entretiens, ce sont des stagiaires eux-mêmes. Alors, vous parlez de précarité, mais vous n'avez jamais été en situation de précarité. Vous ne savez pas ce que c'est de ne pas avoir un sou par mois, de ne pas avoir le droit à rien du tout. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui, résultat, maintenant, prennent... Vous étiez payé combien en stage par mois? 300 €. 300 € par mois, et je connais d'ailleurs beaucoup de gens qui continuent à s'inscrire à la faculté pour la simple et bonne raison que quand on est en faculté, on a des avantages dont la mutuelle moins chère, parce qu'une mutuelle, ça coûte très cher quand on est salarié. Et puis, on a la possibilité de pouvoir acquérir cette première expérience qui manque tant, cette première expérience, moi, qui m'a fait cruellement défaut et qui a fait que j'ai dévalorisé un diplôme maintenant dont je travaille chaque jour pour essayer de redonner une valeur. Alors, un petit mot de Bruno Julliard. En complément de ce qu'il vient de dire, c'est que la même loi vient de légaliser ce système-là. C'est-à-dire dans la nouvelle loi... On va demander à Valérie Pécresse. Attendez. 6 mois, la loi dit qu'en dehors d'un cursus scolaire, les entreprises vont pouvoir continuer sur 6 mois à faire ces stages payés 300 € par mois. Alors, Bruno Julliard, vous répondez? Oui, j'ai effectivement pas connu la précarité, je ne souhaite pas la connaître. C'est d'ailleurs pour ça que je m'engage dans cette bataille-là. Et j'estime que j'ai le droit de ne pas vouloir la connaître dans les années qui viennent. Mais sur le témoignage, pour moi, c'est quand même révélateur de l'attitude de ce gouvernement, au moins sur la question du CPE. C'est qu'on souhaite quand même profiter de la précarité dans laquelle les politiques publiques ont enfermé les jeunes. Et donc ces jeunes qui, effectivement, et vous avez fait le pari qu'ils ne pourraient pas se mobiliser, parce qu'ils sont tellement dans une situation de précarité et parfois de faiblesse qu'ils ne descendent pas dans la rue. Et on se dit c'est mieux que rien. Et vous avez essayé de surfer là-dessus en vous disant mais le CPE c'est quand même mieux que le chômage, alors même que c'est pas ça la question. Parce que le CPE ne réglera pas le problème du chômage, il n'y aura pas de création d'emplois, mais ça va remplacer des CDD ou des CDI. Vous n'avez jamais créé un emploi. Voilà 3 chefs d'entreprise qui s'engagent à créer des emplois. Vous ne pouvez plus dire ça maintenant. Est-ce qu'on pourrait reparler un petit peu des stagiaires? Attendez une seconde. Valérie, s'il vous plaît, c'est pas la peine, on n'entend rien. Alors vous pouvez continuer à parler tous ensemble, personne ne comprend rien. Je vous demande simplement de respecter les téléspectateurs qui regardent et qui doivent essayer de comprendre entre les interventions des uns et des autres. Valérie Pécresse, sur les stagiaires, c'est vrai qu'ils ont été les premiers à dénoncer la précarité. On les a vus participer à des manifestations, les premiers à faire des opérations coup de poing dans des entreprises. Est-ce qu'on règle ou non leurs problèmes déjà? Écoutez, il y a un an, je m'étais mobilisée avant Génération Précaire, qui ensuite a pris le relais pour dénoncer auprès du gouvernement la question des stages non rémunérés. Et j'ai posé des questions au ministre du Travail, et visiblement, c'était une question qui était un peu sous-estimée. On avait sous-estimé l'extrême précarité dans laquelle se trouve la jeunesse aujourd'hui. Parce que 70% des jeunes, on leur propose des CDD, de l'intérim ou des stages non rémunérés, alors qu'ils ont un diplôme. Et ça n'est pas tolérable. Donc moi, j'ai proposé une proposition de loi sur ces abus de stage. C'est le complément et le corollaire pour moi du CPE. Le CPE, moi je veux le dire à tous ces jeunes qui nous regardent, on ne l'a pas fait contre vous. On l'a fait pour vous. On l'a fait pour vous donner les clés pour ouvrir la porte d'un marché du travail qui est complètement verrouillé. Et pourquoi personne ne comprend, Valérie Pécresse? 3 sur 4 d'entre vous vont être recrutés en CDD ou en intérim à la fin de vos études. Est-ce que vous préférez un CDD ou un intérim de moins d'1 mois en moyenne? Ou est-ce que vous préférez un CPE? J'aimerais qu'on parle du CPE, du fond du CPE. Parce qu'on a dit, le CPE, c'est une période d'essai de 2 ans avec une possibilité de s'arrêter à tout moment. Oui, mais le CPE, c'est aussi beaucoup d'autres sécurités. Il y a beaucoup de sécurité dans le CPE qui ont été donnés par le gouvernement. Il y a des droits à allocation chômage. Vous n'avez jamais travaillé. Vous n'avez jamais travaillé. Qui a travaillé 200, oui, madame. Madame, aucun jeune n'a droit au chômage. Pas ensemble, c'est pas la peine. Donc c'est pas assez. Laissez Valérie Pécresse terminer. Quand on n'a pas travaillé, on n'a pas le droit aux allocations chômage. Donc un jeune n'a jamais droit à une allocation chômage. Madame Aubry, vous le savez aussi bien que moi. Bien sûr que la formation. Il a travaillé 2 ans, il n'a pas travaillé. Là, on parle des jeunes dès le premier. Ensemble, écoutez-là un tout petit peu. S'il vous plaît. Dès 4
mois de CPE, vous avez droit à une indemnisation chômage. Vous avez droit dès le premier mois à une formation et le Premier ministre dimanche a encore amélioré les choses puisqu'il a donné une dotation supplémentaire pour qu'on puisse suivre cette formation. Vous avez le droit à une indemnité de rupture qui est la même que pour un CDD. Ça veut dire que le CPE est au moins aussi bien qu'un CDD. C'est mieux, bien entendu, puisque c'est un contrat à durée indéterminée. Ça vous donne la formation, ça vous donne des protections en matière de logement, ça vous donne des protections en matière de chômage. Là, le Premier ministre a dit, vous aurez en plus droit à un référent dans l'entreprise qui va vous accompagner. Donc c'est un contrat qui est sécurisé, qui est accompagné, c'est une action en votre faveur. Alors, vous pouvez considérer qu'il vaut mieux rester immobile et faire comme le souhaite l'opposition, c'est-à-dire dire finalement, ne faisons surtout rien pour améliorer la situation des jeunes, parce que comme ça... Valérie Pécresse, excusez-moi de vous interrompre, pourquoi tous ceux qui sont là... Pardonnez-moi, pourquoi tous ceux qui manifestent aujourd'hui, ils sont nombreux, qu'ils aient des diplômes, effectivement, il y en a qui sont pour le CPE, qui vont intervenir, il y en a qui sont contre. Pourquoi c'est pas compris? C'est-à-dire pourquoi ils rigolent en quelque sorte quand on leur dit c'est fait pour eux? Je pense qu'il y a cette question de la non-motivation de la décision de licencier, qui n'est pas comprise par eux. Et je crois qu'en réalité, il y a toujours un motif à un licenciement. Alors là, c'est peut-être les chefs d'entreprise qui nous le diront. Peut-être qu'on peut améliorer sur ce point-là. Est-ce qu'il faut corriger la loi sur ce point-là? Pour connaître le motif de licenciement, il faut laissez-la parler un petit peu. Si c'est ça le dialogue social, eh ben, franchement... Mais jamais un patron ne licencie. On n'est pas obligé de donner le motif. Charlotte, est-ce que vous pensez que ça arrange les choses? Laissez un petit peu laissez parler. Charlotte, est-ce que vous pensez que, par exemple, modifier le texte en disant il faut qu'il y ait une motivation au licenciement, ça peut améliorer les choses ou de toute façon, c'est pas la peine? Nous, d'abord, on demande le retrait complet de ce texte. Purement et simplement, arrêtez de faire des chichis. On sait très bien que c'est pour vous donner bonne conscience. Donc non, on retire le CPE et après, on discutera. Parce que c'est peut-être un petit peu la meilleure chose. Moi, je suis désolée, en tant que jeune, en tant que lycéenne... Oui, alors, écoutez-moi. En tant que jeune et lycéenne, je vis avec les jeunes et je sais ce qu'on a besoin. Ce qu'il nous faut, c'est que vous nous écoutiez, que vous regardiez un peu votre jeunesse, que vous soyez intéressés par nous. Et donc, pourquoi pas faire des états généraux de la jeunesse? Pourquoi pas savoir qu'est-ce qu'on a besoin? Ça crée beaucoup d'emplois, ça. Mais pour le moment, écoutez votre jeunesse. Après, on verra. Moi, je vous parle en tant que jeunesse. Je ne vais pas pouvoir créer des emplois à 17 ans. À 17 ans. Pour le moment, vous ne le faites pas. Pour le moment, vous focalisez. Est-ce que l'un n'empêche l'autre? Vous donnez une idée. Elle est vraiment très intéressante. Est-ce que l'un n'empêche l'autre? Pourquoi vous ne nous avez pas écoutés? Pourquoi vous ne nous avez pas demandé avant de créer un contrat qui nous concerne? Pourquoi vous ne nous avez pas demandé qu'est-ce qu'on aurait besoin, comment on se sentait dans la société et qu'est-ce qu'on avait envie comme avenir? On l'a demandé beaucoup. Vous savez, on a quand même rencontré beaucoup de jeunes. Est-ce que vous nous avez rencontrés? Les états généraux de la jeunesse, est-ce que c'est une idée que vous rejetez aujourd'hui, malgré le CPE? De quoi? C'est-à-dire que vous dites retirer le CPE s'il y a les états généraux de la jeunesse. On retire le CPE et après on discute. Voilà. Et faire des états généraux, c'est s'intéresser à ce que ressent la jeunesse. Si véritablement, je me permets de vous demander, si véritablement il y a une toute petite chance qu'il y ait des centaines ou des milliers de jeunes qui pourraient avoir un emploi avec le CPE. De manière précaire. Imaginez comment Non, attendez. Mais qu'est-ce qu'on ressent quand pendant 2 ans, on peut se faire virer du jour au lendemain? Pourquoi le retarder? Je suis jeune et je sais que si je ne serais pas motivée à faire des études, si je sais que je vais me faire embaucher pour la première fois et que pendant 2 ans, je vais être dans une situation précaire. Je comprends ça. Mais je n'en ai pas envie et c'est pour ça que je me bats. Je ne me contenterai pas d'un moins pire. Je ne me contente pas du moins pire. Moi, je veux quelque chose de bien. Comment vous allez pouvoir l'obtenir aussi? Voilà. C'est ça le problème, quelque chose de bien. Allez-y. Depuis le début, en fait, on entend parler CPE, anti-CPE, etc. Seulement, depuis le début, on ne dit pas qu'on veut placer le facteur travail au même titre que le facteur marchandise. À partir du moment où on commence à traiter les travailleurs au même titre que les marchandises, ça ne marchera plus. Pourquoi? On veut répondre à la conjoncture économique de la même manière qu'on répond à l'offre et à la demande. On veut essayer de faire à ce qu'on embauche quand il y a une augmentation de la production et qu'on puisse virer quand il y a une baisse de la production. Seulement, la réponse en flux tendu par rapport à l'économie, ça marche pas du tout. C'est le genre jeune variable d'ajustement. Vous répondez à moi et après Martine Aubry. Qu'est-ce qu'on fait quand effectivement, prenons, c'est ça le fond du problème, quand l'activité baisse, que le chiffre d'affaires ne rentre pas, qu'on ne peut plus payer les salaires, qu'est-ce qu'on fait? Mais il existe déjà des dispositions. On licencie. D'accord. Il existe déjà des dispositions dans les... Vous licenciez avec des règles. Ou le jeune que vous avez en face de lui, vous lui dites voilà pourquoi on vous licencie, voilà la raison qu'on vous licencie. Et le jeune, il est accompagné dans un dispositif spécifique où, après avoir
fait une validation des acquis qu'il aura eu chez vous, c'est-à-dire que vous allez lui donner un papier, vous allez écrire dessus tout ce qu'il a fait, qu'il sait faire, et à la limite, qu'est-ce qu'il doit avoir comme complément par rapport à ce qu'il a fait. Et il aura un accompagnement du service public pour faire en sorte qu'il ait ce complément et une meilleure formation ou une meilleure... en validant toute l'expérience qu'il est chez vous pour qu'il puisse retrouver un emploi ailleurs. Le problème, Madame Pécresse dit... Si c'est ce problème-là qu'on veut traiter, le problème de la justification du licenciement, mais il est central. Il est central, ce problème-là. C'est-à-dire, je prends l'exemple, vous avez fait en tant que député le contrat de nouvelle embauche dans les petites entreprises, qui est le même principe. Vous disiez, vous posez la question, mais qui marche. Mais on a des dossiers prud'hommes. On a des dossiers prud'hommes où on a par exemple des gens qui ont été embauchés en CNE pour des soldes. Mais c'est pas bien. Pour des soldes. C'est pas bien. Mais attendez. Mais madame Aubry, il y a des patrons voyous, il y a aussi des hommes politiques voyous. Si on a, on fait pas un contrat qui va... Mais il y a aussi des étudiants voyous qui cassent. Donc ça, il faut pas... Non mais attendez. Permettez que j'aille au bout. Mais c'est le contrat qui est mal fait. C'est le contrat, puisque jusqu'à présent, l'employeur justifiait le licenciement. Et s'il y avait un désaccord, éventuellement, on est au prud'homme. Maintenant, on inverse. Éventuellement. Non, mais très souvent parce que le dispositif et l'organisation est mal fait. Je viens de vous l'expliquer, je sais que 3 fois je l'explique. Maintenant, ça va être aux salariés de faire la justification que le licenciement n'est pas bon. Vous renversez le système de la preuve. Inévitablement, vous allez avoir un engorgement. Qu'est-ce que vous proposez de faire? Laissons le CPE. Qu'est-ce que vous proposez pour ménager le contrat de travail? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on ne peut pas continuer comme aujourd'hui? Attendez. Est-ce qu'on peut mettre un tout petit peu d'ordre? Qu'est-ce que vous proposez comme contrat de travail? On va parler dans un instant de ce qu'on fait. Ça veut dire qu'il n'y a plus la précarité que vous dénoncez. Ah non, attendez. Moi, j'ai lu attentivement les échos. C'est extraordinaire de la part de politiques ou de députés qui disent ça va être la jurisprudence qui fait le droit. C'est quand même extraordinaire dans notre pays où c'est même plus la loi qui fait le droit, c'est la jurisprudence. C'est vous qui avez écrit bientôt les entreprises verront qu'elles ont des contraintes. Vous avez écrit quelque chose. Mais bien évidemment, mais à peu près au mot parce que vous êtes en train de faire un marché de dupes avec les salariés, mais aussi avec les entreprises. Parce que vous avez fait croire aux entreprises qui pourraient licencier sans justification. Or, justement, il ne peut pas ne pas y avoir de justification. Donc, il va y avoir un droit. Mais le droit va revenir en arrière. Je voudrais juste deux jeunes qui parlent. François Chirac. Est-ce que vous pouvez arrêter? Vous pouvez 2 secondes. Je voudrais que Julie dise un mot et ensuite on va arriver aux solutions proposées les uns et les autres. Je voudrais dire Oui, une seconde. Vous pouvez tous parler, mais vous allez parler. Madame Aubry, dans 1 seconde, vous allez dire ce que vous proposez. Je voudrais juste que des jeunes qui sont là, puisque c'est quand même eux qui sont à l'origine du débat de ce soir, puissent aussi s'exprimer. Je voudrais réagir à quelque chose qui est un peu antérieur dans la discussion sur la question de la vision de l'entreprise. Vous travaillez apparemment dans les ressources humaines. J'ai envie de vous dire clairement que l'investissement d'un jeune dans son entreprise n'est pas lié à la peur d'être licencié du jour au lendemain. Au contraire, c'est parce qu'on aura un engagement durable sur des bases claires qu'on aura envie de s'investir dans l'entreprise. Et le problème de cette génération, c'est pas qu'un problème d'emploi et c'est pas qu'un problème partisan non plus, droite-gauche. C'est un problème de société sur comment est-ce que notre pays voit l'avenir et voit la jeunesse. On est quand même une jeunesse, une génération qui a 25% de chômage, qui connaît effectivement aujourd'hui la précarité, qui a ses marges de choix futurs amputées par 1100 milliards de dettes publiques, qui a des comptes sociaux dans le rouge et où il y a des grandes questions sur notre capacité à nous à bénéficier de ces dispositifs qu'on va payer, sans parler de ce que représente la présence de Jean-Marie Le Pen au 2e tour de la présidentielle. C'est ces questions-là qui se posent aujourd'hui, c'est comment est-ce que notre génération, elle peut adhérer à son avenir. Alors, excusez-nous que quand on nous dit « c'est mieux que rien », eh bien, ce n'est pas quelque chose qui nous satisfait. Oui, il y a une situation de précarité aujourd'hui, mais non, on n'a pas envie d'avoir un contrat précaire qui la généralise à l'ensemble des jeunes demain. On n'a pas envie d'un bizutage quand on entre dans le monde du travail qui consiste à dire « vous avez plus de preuves que les autres à faire ». Et s'il y a un problème de formation, réglons le problème de la formation. Et à la Confédération étudiante, Monsieur de Robien, nous étions en négociation le 4 janvier sur la question de l'insertion professionnelle. Et à aucun moment, vous n'avez abordé la question du CPE. Et nous avons la conviction que l'emploi et la formation, ça se traite de concert si on veut véritablement redonner goût à l'avenir dans ce pays.
Juste un petit mot de Thomas. Oui, s'il vous plaît. Moi, dans le même sens. Juste un petit mot. Madame Chabot m'avait déjà donné 2 fois la parole, je ne l'ai pas prise, je la prends. Je voudrais, dans le même sens que vient d'être dit, dire quel message finalement vous faites passer aux jeunes. Vous leur dites, vous avez une chance extraordinaire, comme ce jeune vient de le dire. Vous étiez en stage, vous n'étiez pas payé. Et j'espère que la proposition de loi va passer. C'est-à-dire qu'on va dire très clairement maintenant que quand on a un diplôme, on ne peut pas avoir un stage ensuite qui ne soit pas payé comme un vrai salarié quand on est sur un emploi salarié. Et qu'en revanche, quand on a des stages pendant sa période de formation, alors là, oui, et c'est cela les premières expériences professionnelles, alors là, on peut ne pas les payer ou les payer bien en dessous du SMIC, ce qui me paraît tout à fait normal. Donc on est en train de dire aux jeunes, parce qu'on ne vous propose plus que des stages, des faux stages, alors que vous êtes diplômé, vous devez accepter ce CPE. On dit, on va voir, monsieur. Mais on sait déjà avec le CNE. Monsieur Borloo, lui, qui est honnête, il l'a dit en répondant à une question d'actualité la semaine dernière. L'INSEE vient de donner les premiers chiffres. Le contrat à nouvelle embauche n'a pas permis de créer des emplois. Il s'est substitué. Attendez, les chiffres de la on a les chiffres. On passe sur les chiffres. Monsieur Buisson, on ne peut pas dire ça. Sur les 350 000 emplois qui ont été créés, il y en a un tiers qui sont dus en solde net à la création d'emplois. Ce qui correspond exactement à une enquête qu'on a faite au CJD, 30% des chefs d'entreprise qui ont embauché nous ont dit qu'ils n'auraient pas embauché s'il n'y avait pas eu le CNE. Il suffit de prendre les chiffres officiels d'embauche qui relèvent de la clause. Mais ça s'est substitué à des emplois qui auraient pu exister. Non, on a posé la question. On a posé la question, est-ce que vous auriez embauché s'il n'y avait pas eu le CNE? La réponse, non. Madame, alors attendez. Elle finit, elle termine. Non, mais imaginons même que ça ait créé 70 000 emplois. 150 000. Non, attendez, alors là, vous doublez. Un tiers de 350 000. Non, un tiers de 350 000, ça n'a jamais fait 150 000, excusez-moi. Bon, ce n'est pas grave. Imaginons même cela. Est-ce que vous regardez ce qui se passe dans les pays qui ont le plus faible taux de chômage? Et là, je crois que cette jeune fille, elle a raison. Ce sont les pays où les entreprises sont capables de recruter les salariés, former, de les aider à les former. Et c'est ça le problème, monsieur Drobien, aujourd'hui. Plus il y a de la qualification pour nos jeunes, plus ils ont une chance de retrouver un travail. Tout à l'heure, vous parliez du Danemark. Attendez, laissez-moi terminer, monsieur Buisson. Attaquons-nous une fois pour toutes. Non, je ne vous laisse pas. L'éducation nationale. Voilà. Non, mais attendez. Bon, voilà, c'est le seul vrai problème. Vous n'avez plus. Mais ça n'a rien à voir. Vous n'avez plus que le Danemark des générations entières qui ne sont pas adaptées sur les besoins des entreprises, on ne s'en sort pas. Monsieur Buisson, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait vous écouter. Voilà. Eh bien, au Danemark, les jeunes ont 2 fois plus, ont deux années de plus de formation. Il y en a 15% seulement dans la population active qui n'ont pas de diplôme et 38% dans notre pays. Et aujourd'hui, dans les pays du nord de l'Europe, 70% des jeunes arrivent au niveau de la licence et 20% chez nous. La réalité, c'est cela. Comment voulez-vous donner envie à des jeunes de se former, de se mobiliser pour une entreprise, d'y mettre, c'est la valeur travail qui arrive en 2 pour eux après la famille, d'y mettre toute leur énergie, leur capacité d'imagination, d'innovation, quand vous leur dites, vous devriez déjà être bien content qu'on vous présente un contrat où tous les jours on peut vous dire la porte est ouverte et où monsieur vous avez quand même, excusez-moi de vous dire, un peu de culot, de dire finalement on préfère leur dire qu'ils n'auront qu'une indemnité, excusez-moi, qui n'est même pas celle d'un CDD, 8%, ça permet d'éviter les inégalités du contrat à durée indéterminée. Ben, je crois qu'ils préfèrent le contrat à durée indéterminée, même s'ils n'ont pas l'indemnité de M. Bernard. À durée indéterminée, voilà. Donc, je crois que si ça crée des emplois, comme les emplois jeunes en ont créé que vous avez supprimés, si ça crée des emplois, moi je serais prêt à en discuter. Nous savons d'ores et déjà que ça n'en crée pas, nous en avons les exemples, et nous savons surtout qu'au lieu de se battre pour la formation, pour la qualification, pour la mobilisation des salariés pour l'entreprise, pour créer des richesses, eh bien aujourd'hui, on précarise les jeunes, on les montre du doigt, et on sait très bien d'ailleurs que c'est l'ensemble de la société demain. Car vos problèmes psychologiques vis-à-vis du licenciement, parlons-en. Demain, ça sera le SMIC. J'ai entendu M. Seyer me dire... Les problèmes psychologiques vis-à-vis de l'embauche. De l'embauche à cause du droit de licenciement. Vous ne pouvez pas... Demain, le SMIC. Vous ne pouvez pas forcer un chef d'entreprise à embaucher s'il considère qu'il ne pourra pas se séparer, s'il a un problème de production, s'il
s'il a un problème de capacité. Madame la présidente du MEDEF vient de dire, comme M. Seyer disait que le SMIC lui posait aussi un problème psychologique, elle vient de dire que la jeunesse était une maladie et qu'on s'en guérissait. Ça, c'est des débats politiques sans intérêt aujourd'hui. Ah non, mais excusez-moi, c'est votre président qui a dit ça hier. Voilà, c'est des propos graves. C'est polémique, c'est une approche polémique. On essaye de trouver une solution. Il y a une politique qui méprise la jeunesse dans ce pays. Depuis 20 ans, il n'y a aucune solution trouvée sur le chômage des jeunes. Mettons-nous au moins d'accord sur le fait que c'est le problème essentiel. Absolument. Alors, mais dans ce cas-là, il faut pas prendre avec brutalité un amendement au Parlement. Critiquer quelques mesures qui sont mises en place, pas forcément toujours bien concertées, pas toujours bien travaillées ou adaptées, mettons-les, faisons ce qu'il faut pour que ça soit adapté, concerté, etc. Mais ne critiquons pas des dispositifs qui aujourd'hui essayent de sortir d'une situation qui est identique depuis 20 ans. Est-ce qu'il ne serait pas séparable de gauche ou de droite, il ne s'est rien fait. Sans consultation des organisations, au 49.3 alors qu'il a une majorité, c'est bien que vous savez, vous faites un coup bas. Ce texte n'est pas passé au 49.3, pas comme ça. C'est trop fine pour le savoir. Le texte a été voté par le Parlement. Le 49.3 est venu après le vote sur le CPE. Bon, de toute façon, on n'en est pas là. Thomas Palardi. Après le vote sur le CPE. Le Thomas, CPE a été voté par le Parlement. Thomas, vous pouvez écouter Thomas. Martine Aubry m'a coupé la parole. Je vais parler un petit peu d'elle et je vais essayer de montrer que le CPE, c'est un CDI, mais en même temps, c'est mieux qu'un CDI pendant les 2 premières années. Qu'est-ce que vous avez fait, Martine Aubry, avec les emplois jeunes? Qu'est-ce que sont, s'il vous plaît, 2 minutes. Si je vous dis s'il vous plaît, on va pas refaire le débat. Les emplois jeunes, c'est quoi? C'est un contrat à durée déterminée, c'est-à-dire c'est un CDD non renouvelable de 5 ans. Vous parlez de précarité, vous parlez de CDD, de stage, d'intérim. Un CDD, c'est la précarité. Un emploi jeune, c'est la précarité. Un CPE, c'est un CDI avec 2 ans de période de consolidation. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 ans de précarité. Non, ça ne veut pas dire 2 ans de précarité. Ce n'est pas une période d'essai. Du jour au lendemain. Ah non, on est super stable quand on peut faire du jour au lendemain. La stabilité. Juste un mot. Laissez-moi finir. Ce n'est pas une période d'essai. Quelle est la différence? Une période d'essai, je suis d'accord, elle est renouvelable une fois. Vous pouvez, du jour au lendemain, virer le salarié. Qu'est-ce qu'une période sans motif? Qu'est-ce qu'une période de consolidation? Ce sont des garanties pendant le contrat et après le contrat. Quelles sont les garanties par rapport au CDI en plus? C'est la formation dès le 1er mois, alors qu'avec un CDI, on a une formation au bout d'1 an seulement. Au bout d'1 an. Ce sont des indemnités. Mais alors pourquoi permettre de le virer s'il ne va pas le virer? Ce sont des indemnités de chômage. Donc ça ne sert à rien votre contrat. Parce que vous apprendrez malheureusement. Jean-Baptiste. Heureusement qu'il y a des accidents dans la vie. Je ne suis pas sûre d'avoir la chance d'être très jeune quand je vois un gouvernement qui méprise sa jeunesse. Alors, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Parce qu'en tant que jeune lycéenne et responsable syndical, je vous ai jamais rencontré et vous avez jamais écouté la jeunesse. Donc là, je ne pense pas avoir de la chance d'être jeune. Jean-Baptiste. Je dis simplement qu'il y a des accidents dans la vie de l'entreprise qui peut arriver. Et l'entreprise. Il y a déjà tout le code du travail qui permet de licencier économiquement, etc. Et quand l'entreprise embauche. Mais non, mais on trouve quelque chose de mieux que de précariser quelque chose. Alors, Jean-Baptiste. Proposer quelque chose, de le critiquer. Alors, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Les enfants. Nous, on est payés pour recruter. Oh là là! Jean-Baptiste. Merci. Alors, sur donc le licenciement, effectivement, un licenciement peut paraître abusif. Là, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous, parce que, excusez-moi, parce que effectivement, si un employeur prend la peine de former et d'investir dans un emploi, oui. Non, tu me laisses finir, s'il te plaît. Laissez-le finir. S'il te plaît. Merci. Donc, d'investir dans un emploi, et forcément, ça lui coûte de l'argent. Il va pas s'amuser à virer quelqu'un du jour au lendemain sans motif alors que c'est sanctionné par le droit du travail. Ok. Alors, excusez-moi, je me calme. Bah là, pourquoi on lui donne la possibilité de renouveler? J'ai pas fini ce que je voulais dire. C'est assez difficile pour moi. J'ai pas l'habitude comme vous. S'il vous plaît. Laissez-le terminer. Ensuite, excusez-moi, j'ai l'impression que dans ce débat, on voit l'employé, le pauvre misérable employé, face au méchant patron. Le méchant patron, il crée une boîte et lui, il prend son risque parce que si l'employé, il risque de perdre son boulot, le méchant patron, il risque de couler sa boîte et de perdre tous les emplois de sa boîte. Mais surtout, Charlotte, je vais compléter ça. On est peut-être des salauds ou des méchants, mais nous, on a un job. Donc... Mais non, mais attends, on se fait accuser de tous les noms. C'est pas du populisme. Non, c'est pas du populisme. Mais le vrai problème, c'est que les gens qui sont en CDI aujourd'hui, ils ont un job, d'accord? Donc eux, ils sont tranquilles derrière leur forteresse de CDI. Nous, on est entrepreneurs. Si on n'embauche pas, on va survivre. La boîte ne va pas se déplacer, on va survivre. Donc on ne peut pas continuer comme aujourd'hui. Je ne sais pas si le CPE... Non, c'est pas ça que je dis. Je ne sais pas si le CPE, c'est la solution, mais on ne peut pas continuer comme aujourd'hui parce que ça ne marche pas.
Ça ne marche pas parce que le jeune homme qui est là, je voudrais juste finir. Charlotte, je finis, je vous écoute. Le jeune homme qui est là, avec son masque blanc, là, qui est là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je vais juste finir, Arlette. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a fait 4 ans d'études, ou 5 ans, je passe un master, c'est 4 ans, 5. Et il se retrouve dans un centre d'appel. Et il se dit, on m'a expliqué que moi, avec mon master de marketing, j'allais pouvoir faire du marketing. Eh ben non, il est derrière le téléphone. Moi, s'il se trouve que je recrute des gens au centre d'appel. Et effectivement, c'est un métier qui est dur, c'est pas un métier facile. Mais la réalité, et c'est ça le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut apprendre un métier en sortant des études. Et pour apprendre un métier, c'est ça la vérité, hein, c'est qu'on ne sait pas. On est d'accord, Monsieur Chérec. Et donc, dernière phrase, en démarrant dans une entreprise. Vous allez apprendre un métier, j'espère pour vous, dans une entreprise. Vous n'allez pas l'apprendre à la fac. C'est ça tout le problème. Donc il faut démarrer. Les stages non payés, c'est scandaleux, je suis d'accord avec vous, et même pendant les études. Alors, que le gouvernement les rende. Ça, je ne suis pas au gouvernement. Mais moi, Madame Aubry, je vais jusqu'au bout. Je serai prêt à échanger une forme de flexibilité contre une baisse des CDD, parce qu'il y a des entreprises qui abusent des CDD scandaleux, et une baisse des stages. Et aujourd'hui, 70% d'embauche CDD, c'est scandaleux. Qu'est-ce que vous voulez comme flexibilité, monsieur La possibilité que quand l'activité descend, ou quand la personne ne performe pas, on puisse la licencier sans... Non, laissez-le. Sans avoir toute la complexité aujourd'hui. Mais c'est quoi, combien de temps il vous faut pour faire un licenciement économique? Le plan social à l'emploi, quand vous avez 10 personnes licenciées, c'est 18 mois. Mais non. Vous n'avez jamais été en entreprise. Je suis désolée. Excusez-moi, j'ai été numéro 3 de Péchinet. Oui, mais justement, numéro 3, c'est dans la moquette du CAC 40. Non, excusez-moi, monsieur, je n'ai pas été directeur du marketing chez L'Oréal. Moi, je me suis battue pour qu'on recrée autant d'emplois à Noguès quand on a fermé. Qu'est-ce que vous proposez? J'étais dans l'industrie. Voilà. Moi, je suis prêt à échanger. Je suis prêt à échanger. Moi, c'est pas papa qui m'a donné ma boîte. Je l'ai démarré tout seul. Et c'était pas Péchinet, c'était une personne plus 5, vous étiez chez L'Oréal, monsieur. Je parle de la boîte que j'ai créée, madame. Justement, j'ai quitté L'Oréal. J'ai pris tous les risques. J'ai quitté L'Oréal. J'ai quitté L'Oréal. Non, attendez, allons jusqu'au bout. J'ai pris tous les risques et j'ai monté une entreprise. Il y a 2500 personnes qui bossent. C'est formidable, on n'a pas arrêté de vous dire. Reprochez-moi tout ce que vous voulez, mais pas d'avoir créé des emplois. Et moi, je suis prêt à échanger la flexibilité contre une protection pour les salariés. Est-ce que vous avez déjà fait un licenciement économique dans votre entreprise? Oui, ça vous a pris 18 mois? Oui, quand on fait un plan social. Avec vous demain. Quand on fait un plan social pour l'emploi. Vient de sortir une enquête où les États-Unis, sur le licenciement économique, autant sur les contrats à durée déterminée de travail temporaire, c'est vrai que la France est rigide, effectivement, et elle l'est. Pour les raisons que vous savez, puisqu'on a donné tous les motifs que les entreprises dont elles peuvent avoir besoin pour avoir des emplois temporaires. En revanche, sur le licenciement économique, l'OCDE le montre très bien, nous sommes dans la moyenne basse. Les États-Unis ont par exemple le double de temps pour pouvoir licencier. Et en Allemagne, ça coûte le double d'en France. Alors moi, je veux bien qu'on parle, mais parlons des réalités et pas de fantasmes psychologiques qui sont dans les têtes. Car demain, ça sera le SMIC que vous nous demanderez de remettre en cause. Demain, ça sera toutes les protections du droit du travail. Donc parlons des réalités. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. On relance la croissance, et pour ça, ça se décrète pas. Non, non, ça se décrète pas. Il faut une politique qui la relance, effectivement. On forme les jeunes. On baisse. Moi, j'y crois depuis longtemps que les cotisations salariales soient assises sur la valeur ajoutée et pas sur les seuls salaires. Je suis d'accord avec vous. Très bien, pour que les créateurs de main-d'œuvre, d'emploi puissent effectivement le faire, notamment dans les services, notamment dans le commerce, dans l'artisanat. C'est eux qui créent les emplois aujourd'hui. Et moi, je dis, excusez-moi de poser une question, mais je crois qu'elle est au cœur de notre sujet. Les entreprises, elles n'embauchent pas parce qu'elles n'ont pas de carnet de commandes. Mais où sont aussi, je parle devant vous, Monsieur Bisson, les Antoine Riboud, les Jean Gandois, c'est-à-dire les chefs d'entreprise dont le premier objectif n'était pas de remonter les 50% d'augmentation du CAC 40 à des actionnaires qui sont outre-Atlantique, mais de créer les emplois de demain. Ceux qui pensaient aux produits, qui investissaient dans la recherche et dans l'investissement, c'est ce que vous faites sans doute dans votre boîte. Où ils sont ceux-là? Ils ne sont plus dans ces grandes entreprises, ils sont dans les PME dont vous parlez, ils sont dans l'artisanat et le commerce. Alors, baissons les charges en contrepartie d'emploi pour les entreprises de main-d'œuvre, faisons payer par l'ensemble des entreprises, par exemple. Ça, c'est une idée que je mets sur la table. J'en mettrai beaucoup sur l'éducation, mais je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Mais je crois que là, ce sont des éléments qui mobilisent une société et non pas qui précarisent et qui envoient un message de méfiance à toute une jeunesse dont l'énergie, on le voit, l'envie de solidarité, l'envie de se battre est quand même immense. Alors ne leur disons pas, vous rentrerez précaire ou alors vous resterez dehors. Enfin, c'est indigne d'un pays comme le nôtre. Et personne d'autre ne le fait dans aucun pays développé. Personne. Juste rajouter un mot, parce que je crois qu'on ne s'est toujours pas bien compris. Quand un chef d'entreprise recrute quelqu'un,
je vous ai dit tout à l'heure, ça prend du temps. Ça coûte de l'argent et ce n'est pas seulement le chef d'entreprise qui recrute parce que c'est une équipe qui va se mobiliser autour de cette personne qu'on va accueillir. Donc, une fois de plus, quand on travaille avec quelqu'un, quand on travaille tous les jours avec quelqu'un, eh bien, on n'a vraiment pas envie de virer cette personne-là. On n'a vraiment pas envie de virer cette personne. Alors, pourquoi le CPE? Pourquoi le CPE? À quoi ça sert de... Eh bien, parce qu'aujourd'hui... À quoi ça sert de permettre de virer quelqu'un pendant 2 ans? Je vais vous le dire. Pourquoi les jeunes... Si vous n'avez pas envie de le faire, à quoi ça sert? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde dans ce pays. Donc on pourra virer des gens. Donc vous virerez des gens. Non, je viens de vous expliquer le contraire. Mais on veut favoriser, on veut essayer de donner envie aux chefs d'entreprise d'embaucher un jeune qui ne connaît pas un métier, qui est formé mais qui ne connaît pas un métier. Donc en lui donnant la souplesse, on vous donne l'opportunité de rencontrer un chef d'entreprise, de vous intégrer dans une entreprise. Et si ça marche, si vous êtes content de cette entreprise, parce que je connais des jeunes qui quittent leur emploi et qui quittent leur emploi du jour au lendemain sans prévenir leur chef d'entreprise, j'en connais aussi, ça existe autant. Eh bien, si vous êtes content de cet emploi, si vous êtes content de cette entreprise et que le chef d'entreprise est content de vous, il n'y a aucune raison qu'il vous vire. C'est clair. Et bien alors, pourquoi ? Pour lui donner envie de prendre un jeune qui n'est pas formé et qui ne sait pas travailler. Alors, il a assez confiance dans la jeunesse pour l'embaucher. On ne va pas vous mettre d'accord. On ne va pas recommencer le même débat. S'il vous plaît. Non, je ne dis pas ça. Je dis que c'est plus facile. On ne comprend rien. Est-ce que vous pouvez vous arrêter 30 secondes? Je répète ce que j'ai dit. C'est pas possible, mais si vous parlez en même temps, ça ne sert à rien. Non mais d'accord, mais parler en même temps que Mme Coquelle, ça n'a aucun intérêt. À convaincre le chef d'entreprise d'embaucher. Donnons-lui cette possibilité. Un petit mot de Bruno Julliard. Après, je voudrais qu'on écoute Hamid, qui doit trouver un mot, et puis Hamid ensuite. Moi, je veux simplement dire un mot, parce qu'au début de la mobilisation, on était accusé par tout le monde de faire une mobilisation qui était idéologique. C'était un désaccord idéologique avec le CPE, c'était instrumentalisé par les partis politiques, c'est manipulé. On le dit moins, parce qu'un million de personnes, c'est moins manipulable quand même que quelques centaines de personnes. Donc c'est quand même, j'espère que c'est moins un argument. Mais quand je vous entends, j'ai quand même du mal à me convaincre et à me laisser convaincre qu'au final, votre position n'est quand même pas une position purement idéologique. Comment, moi, je n'arriverai pas. J'ai pas beaucoup parlé. J'ai pas beaucoup parlé, madame. Je vous ai pas interrompu. J'ai presque fini, je vous promets. Mais j'ai quand même du mal à comprendre. Je crois que la France n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Et je ne vois pas pourquoi, au nom de quelques problèmes psychologiques. Mais si, tout aussi. Je ne vois pas au nom de quoi. Arrêtez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je ne vois pas au nom de quoi, pour quelques problèmes psychologiques de patron, on va nous imposer un modèle de société dont on ne veut pas. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Les jeunes ne veulent pas du modèle société que vous êtes en train de construire. Mais ce qui est grave, c'est que, et je parle au ministre, j'aimerais que vous compreniez... Peut-être le vol, là. Non, oui. Très rapide, s'il vous plaît, attendez. Juste, j'aimerais savoir que vous compreniez que il y a dans ce pays une crise sociale grave et que la crise sociale, elle touche particulièrement les jeunes. Et les événements qu'on a vus dans les banlieues il n'y a pas longtemps, ils traduisent cette crise sociale. Et faites attention, parce que là, vous enfoncez un clou encore plus dans cette crise sociale. Et promettre, et je termine par ça, mais promettre à tous les jeunes, à toute une génération, que son futur contrat de travail, ça sera un bout de papier qui ne vaudra rien. Vous aggravez cette crise sociale. Attention, nous on veut bien travailler à améliorer et à faire des propositions. Vous n'êtes pas là pour écouter nos propositions, mais attention, là vous allez droit dans le mur et c'est la société entière qui est droit dans le mur. Et je vous le dis en tant que jeune, attention, la crise sociale est forte, monsieur Robien. Alors, Hamid Seni. Alors on retient et on parle. Hamid, merci d'être venu. Vous êtes à Londres d'habitude, donc vous avez pris l'Eurostar pour venir, pub gratuite. C'était sympa. Vous avez décidé un jour de partir, créer votre entreprise parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chance ici pour vous? Non, on a parlé un peu des quartiers difficiles. Donc je viens d'un quartier difficile. On a parlé de l'université qui doit former les jeunes. J'ai fait l'université. On a parlé des stages non rémunérés. Moi, je ne les trouvais pas. Et puis j'ai eu un DESS et je me suis dit, c'est une impasse. Et puis j'ai eu la possibilité d'étudier dans une école de commerce en Suède. Donc je suis parti. Puis là, d'un coup, je suis passé de personne à quelqu'un d'ultra respecté. J'ai envoyé j'ai envoyé des CV en France, toujours rien, lettre morte. J'ai envoyé 5 CV en Angleterre, 3 réponses, et un emploi à Oxford. Je me suis dit, waouh, j'ai de la chance. Parce que c'était impossible de... moins de problèmes psychologiques là-bas. Et derrière, je me suis dit, j'ai bien aimé la Suède. On y respecte les gens, et les jeunes ont vraiment énormément de valeur.
on investit. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et j'ai envoyé un seul CV. Et j'ai été recruté à l'âge de 25 ans comme responsable produit pour Ericsson. Et un jour, mon responsable me dit, bon, il y a IBM, il faudra négocier le contrat, c'est 4 millions de dollars, je ne peux pas être là, je compte sur toi. Et avec tout mon esprit français, parce que j'ai eu du mal à me sentir français, puis d'un coup, j'étais français, je me suis dit, j'ai 25 ans, je vais être seul dans la salle de meeting, il y a 2 gars d'IBM, c'est un contrat, c'est 4 millions de dollars. Waouh, ils me font confiance. Ils s'en foutent, c'est pas possible. Et il y avait tout cet esprit, ça allait pas. Et puis malheureusement, en 2001, les télécommunications ont licencié. Et je me suis retrouvé licencié. Et j'ai pas très bien compris, je me suis dit, waouh, j'ai un CDI, pourtant j'ai un emploi à vie, mais en Suède, c'est pas comme ça. Donc le gouvernement, les partenaires sociaux, ils ont discuté, ils ont négocié, et puis on a été licencié, et ça a pris juste 1 heure, et c'était réglé. Je me suis dit, bon, maintenant, Bac plus 6, 3 ans d'expérience internationale, je vais rentrer en France. Pendant 5 mois, ça a été le calme total. Par contre, si on m'a offert un emploi, et c'était pour vendre des aspirateurs au porte-à-porte. Je me suis dit, d'accord, ça fait 5 mois que je cherche, le grand désespoir de mes parents, je me suis dit, je suis pro-européen, on va repartir en Europe. En 2 mois, j'ai eu des entretiens à Dublin, à Londres, Stockholm, Amsterdam, Bonn, Berlin, Genève. Je me suis dit, mon rêve, c'est d'aller à la City. Donc on m'a offert un emploi chez BP, 6e boîte mondiale, et là, j'ai été recruté dans leur programme haut potentiel. Et je me suis dit, mais pourtant, j'ai fait la fac, et ils trouvent ça super ici. Oh, je suis à la City, ok, je suis un jeune maghrébin, mais pour eux, je suis français, double culture, maîtrise le monde arabe. Waouh, je suis respecté. Puis d'un coup, j'étais à la City, ça se passait super bien. Et ça se passait tellement bien, je me suis dit, je vais monter ma boîte et je vais faire du conseil en diversité. Et là, ce soir, j'entends tout le monde parler, ça crie, ça discute pas. J'ai passé 3 ans en Suède et les gens discutent, ils s'écoutent et puis ils se respectent. J'ai travaillé en Angleterre, on parle de la flexibilité de ce fameux marché du travail qui exploite les gens, mais pourtant, il y a une réelle égalité des chances. Et le CPE est voté sous la loi de l'égalité des chances. Et avec mes 8 années à travers l'Europe, quand je vois ça, je suis un peu inquiet. J'ai une question à lui poser. Pourquoi vous êtes inquiet? Attendez, finissez. Pourquoi vous êtes inquiet? L'égalité des chances, elle n'est pas réellement là, puisqu'il y a énormément de discrimination. L'université n'est pas respectée. J'entendais dire qu'il fallait qu'on revoie nos formations. Une fois en Turquie, quelqu'un m'a pris à part et m'a dit « Vous avez de la chance quand même en France. Vous avez la meilleure formation du monde. Regardez, vous les Français, vous travaillez aux États-Unis, vous travaillez au Canada, en Angleterre. » Je me suis dit, ouais, mais on ne travaille pas en France, c'est pour ça qu'on est parti. Et c'est un peu ça le drame, parce qu'il y a énormément de richesses en France. De partout, on dit que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. J'ai vraiment l'impression qu'elle est sacrifiée. En novembre, il y avait les émeutes, c'était une réelle tragédie. Et ma place, je l'ai trouvée ailleurs qu'en France. Et par exemple, on a voté non contre l'Europe. Bon, je ne vais pas trop me prononcer, mais j'ai vécu à travers l'Europe et j'ai vu plus d'aspects positifs que d'aspects négatifs. Et c'est un peu cette dynamique négative où on broie du noir en France que j'ai énormément du mal à comprendre. Mais vous, par exemple, parce que là, l'expérience de la Grande-Bretagne... La Grande-Bretagne, comme d'autres pays, on dit c'est l'extrême flexibilité. C'est-à-dire qu'on peut être, comme vous dites, en Suède, c'est réglé en 1 heure. En Grande-Bretagne, on peut être aussi mis dehors, on ferme. Et comment ils règlent le problème en Suède? J'aimerais bien savoir. Alors, avec 4 ans d'indemnisation de chômage à 90%. C'est la flexibilité en Grande-Bretagne. Paradoxalement, 1900 €. Pardonnez-moi, le paradoxe, c'est que vous dites, ici, on dit, oh là là, c'est terrible la flexibilité, et beaucoup de jeunes partent dans un pays où la flexibilité est encore beaucoup plus grande. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait la différence? Déjà, il n'y a pas ces fameuses discriminations. Vous avez fait la fac, vous avez fait ceci, vous avez fait philo, vous avez fait histoire. En Angleterre, vous avez étudié la philosophie et vous pouvez vous retrouver consultant en informatique. Ce qui compte, c'est la capacité d'analyse, de réflexion, prise de recul. Et il n'y a pas ce système de boîte, dans le sens où vous avez fait cette école, donc vous êtes là-dedans. Vous avez fait un BTS, IUT, vous ferez ceci. En Angleterre, on va reconnaître que vous avez un diplôme, donc une capacité d'analyse. Derrière, on va vous dire, bon d'accord, vous n'avez jamais travaillé, parce que là-bas, il n'y a pas de stage. Il n'est pas question que vous travaillez sans être rémunéré, pourtant c'est l'Angleterre. Donc, on va vous recruter, et on va vous dire, bon, vous n'avez pas de formation, on va vous former, on va vous donner toutes les capacités pour réussir dans l'entreprise. Et derrière, il y a un dynamisme au niveau économique, donc le plein emploi,
Derrière, les entreprises vous draguent, donc c'est l'employeur qui a un peu peur de vous perdre. Donc même s'il y a une grosse flexibilité au niveau du travail, mais les salaires, c'est notre planète comparé à la France. Au niveau de la formation, une fois, je m'étais fait engueuler parce que ça faisait 5 mois que je n'avais pas fait de formation. Et donc, il y a tous ces avantages qui découlent naturellement du fait du bien-être de l'économie. Alors, moi, je vous propose... Maintenant que tu es employeur, parce que tu as deux emplois, c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais. Bon, le droit du travail, est-ce que c'est un frein à l'embauche ou pas? Le droit du travail, on n'y pense pas. C'est pas comme ça qu'on pense. On va penser client, on va penser fournisseur, on va regarder les compétences de nos employés, on va regarder quel type de formation il faut qu'on leur apporte. Et vous embauchez et vous licenciez, vous-même. Il y a une flexibilité. Attendez, vous embauchez et vous licenciez. Voilà, exactement. Il y a une flexibilité au niveau du marché du travail, mais il n'y a pas cette mentalité de recruter et pas pouvoir licencier, ou un peu cet état d'esprit qu'on a ce soir toujours d'ailleurs. Mais il y a plutôt, voilà, moi j'ai des clients, j'ai des fournisseurs, il y a un marché, il y a un dynamisme, mais c'est toute